je vous remercie à vous tous. Je vous remercie de la présence aujourd'hui au siège de Benno Bokk Yakaar, ici même dans la commune de Fann Point Amitié. Nous sommes très honorés par cette visite et nous tenons aussi à marquer notre implication, mais aussi notre sensibilité quant à la question de l'éducation. Madame Sow, qui a pris la parole, Monsieur Diagne pour la belle introduction, le doyen Adama Lom pour les prières. J'ai entendu évoquer beaucoup de questions, notamment un changement de paradigme, la formation des enseignants, les salaires des enseignants, c'est un sujet qui revient souvent, mais beaucoup de choses qui évoquent la réalité du Sénégal, le quotidien du Sénégalais. Et dans cette perspective, la question de l'enseignement n'est pas à négliger. La question de l'enseignement. La dernière fois, on a eu ici un petit débat entre la différence entre l'enseignement et l'éducation. Parce qu'il y a aujourd'hui, et je vais même au-delà, entre l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle. Est-ce que nous tenons ce secteur-là pour donner des connaissances, donner des compétences, ou donner un savoir-faire, donner aussi un savoir-être, la question de l'éducation. Donc c'est une question très importante sur laquelle moi-même je ne suis pas venu pour exposer une vision ou une idée. En toute humilité, je dois vous écouter pour comprendre un peu. Vous-même qui êtes les acteurs de ce secteur-là, ce que vous en pensez et quelles sont les perspectives que vous-même, vous pensez être la voie idéale pour l'État du Sénégal, à côté de ce que l'État a décidé comme politique. Avant de continuer mon allocution, je vais vous présenter Madame Aïda Sy, qui est une des vôtres et qui est une des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar ici dans la commune de Fann Point Amitié. Non seulement une responsable, mais une responsable historique pour avoir été la première à monter ici un comité APR pour le président de la République. Bon, moi j'ai une histoire particulière avec elle puisqu'elle a été mon professeur d'espagnol au collège moderne Jean de La Fontaine. À l'époque, elle était plus dynamique et elle criait plus fort. Voilà. Elle tapait sur la table et elle menaçait beaucoup. Surtout les gaillards comme moi qui étaient à l'arrière de la salle. Je salue aussi un oncle, M. Kane, qui était à l'école Point E et dont la sœur était l'épouse de mon père qui habitait ici à Amitié 2, Madame Aminata Kane, yàlla na ko yàlla yërëm, et dont la petite fille est notre tchate, Lalla Aïcha, et dont elle-même avant son décès daf ma ko bàyyele. Donc chaque année, je me fais l'obligation d'aller la voir aux États-Unis, de voir si elle a gardé toujours ses traditions de marabout Kaneen du Saloum, n'est-ce pas? Donc, en réalité, oui, moi je suis fils d'enseignant. Mon père était instituteur, il a fait le tour du Sénégal, il fait partie de ces personnes qui ont accompagné le président Senghor. Il a été enseignant dans le sud, dans le nord. Il m'est arrivé dans des tournées avec le président de la République de voir des localités que je ne voyais que sur des documents. Par exemple le Bosséya, dans le Matam et autres. Dans son parcours d'enseignant, il y a une chose qu'il m'a légué, un fait inédit, que je raconte souvent. Peut-être que j'ai été l'une des rares personnes à avoir eu comme dictée d'entrée en 6e un discours de mon père. Un discours très célèbre, je pense pour les enseignants, c'est Sport et Nation. Sport et Nation, je l'ai eu à l'entrée en 6e et c'était le discours de mon père. Quand je lui ai ramené, son premier réflexe, c'était de me mettre dans la salle et d'ouvrir ses documents et de me dire tu as fait 1 faute et demie, c'est pas normal. Donc, ouais. Alors qu'une faute et demie à l'époque c'était bon. Voilà, donc fils d'enseignant, et l'une des autres choses qui m'a le plus légué, c'est l'amour de la lecture. Quelquefois même j'achète des livres que je ne lis pas. Je me dis, est-ce que je n'ai pas toujours dans ma tête sa voix qui me dit qu'il faut toujours lire pour s'améliorer dans l'élocution, et peut-être que voilà, quelquefois c'est un peu cette peur ou cette tradition qui fait que j'en achète même sans ne pas avoir le temps de les lire. Donc c'est un honneur d'être fils d'enseignant. Mais la fonction d'enseignant aussi donne des obligations qui vont au lieu du savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi le savoir-être. Est-ce que nous avons aujourd'hui des usines à créer des hommes qui savent lire, écrire, qui savent compter, qui ont des connaissances théoriques, ou nous devons aller, comme le dit souvent le président de la République, vers une école des métiers.
Une école qui forme, qui donne des compétences, mais au-delà des compétences, qui forme la personne. Hier, j'ai eu un débat dans mes porte-à-porte où quelqu'un me parle des valeurs. Alors, les valeurs, si nous savons que les enfants, à partir d'un certain âge, passent le plus de leur temps dans les écoles que dans les foyers. Donc, la responsabilité de l'enseignant est encore plus grande. Elle est encore plus importante. Et nécessite aujourd'hui peut-être ce débat que vous avez l'initiative de mener. Parce que c'est un signe de grandeur que de se remettre en cause, que de se remettre en question, que d'échanger sur le secteur d'activité très noble mais très structuré, très structurel de notre nation. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du PSE. Je pense que l'un des mérites du président de la République est d'avoir mis en place un plan de développement national, parce que ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la sécurité du Sénégal, c'est aussi des questions liées au capital humain. Vous l'avez vu, le PSE, c'est 3 axes. C'est la transformation structurelle de l'économie, mais c'est le capital humain. Qui parle de capital humain parle d'abord de santé, mais parle aussi de savoir. Vous l'avez vu dans les indicateurs de développement. L'IDH, c'est un indicateur composite qui parle d'espérance de vie, la santé, qui parle de taux de scolarisation ou niveau d'études. Donc pour vous montrer un peu l'importance. Les pays développés ne se mesurent pas seulement par leur richesse. Il y a la richesse, mais il y a aussi l'impact de la richesse sur le devenir de la personne. La richesse des nations, qu'est-ce qu'elle donne comme attribut personnel au-delà du compte en banque, au-delà du niveau de revenu? C'est l'éducation, c'est la santé. Donc, votre métier est l'un des éléments structurateurs, entre guillemets, de la dignité humaine, mais aussi de la structuration du futur du monde. Il y a une phrase célèbre de Nelson Mandela que tout le monde connaît, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et vous êtes les transformateurs du monde. J'aurai plusieurs questions, puisque aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis au banc des accusés, c'est souvent le cas des hommes politiques. Mais plusieurs questions. Je répondrai peut-être à une question, j'imagine, qui pourrait être posée par tout le monde. Qu'en est-il de nos logements? Qui est ayant droit, qui n'est pas ayant droit? Mais sur la question de l'éducation, vous êtes passé d'une approche, entre guillemets, quantitative. Avant, je me rappelle que tous les indicateurs liés à l'éducation tournaient autour de la scolarisation. Quel est je pense que c'est le terme utilisé, quelle est la fournée qu'on mettait chaque année au niveau des écoles pour pouvoir dire que dans quelques années, nous avons un taux de scolarisation. Mais avec le paquet qui est le référentiel aujourd'hui des politiques d'éducation, il y a une nouvelle approche qui vous interpelle. C'est les compétences. Aujourd'hui, à l'entrée en 6e ou au niveau de la CM2, un élève doit sortir avec quelles compétences? Vous avez entendu aussi le défi que le président de la République a lancé. D'ici 2035, nous devons avoir beaucoup plus d'élèves qui sortent avec un métier que d'élèves qui sortent avec des connaissances. Je m'explique, les connaissances peuvent être généralistes, mais peuvent ne pas donner lieu à la maîtrise d'un métier, d'un savoir-faire. Vous sortez avec une licence ou un master en lettres, il vous faut aller dans une école pour apprendre à enseigner. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, notre économie va dans le sens de l'industrialisation, dans le sens d'une amélioration de nos performances agricoles, dans le sens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une accentuation de notre présence dans le domaine des services, avec le numérique. Quel est l'apport de l'enseignant aujourd'hui avec le numérique? Quel va être votre métier avec le numérique? Mais quel va être votre input, comme on dit chez nous, face à cette jeunesse dont vous dites qu'elle est du 21e siècle et que vous êtes du 20e siècle? Peut-être que la jeunesse va vous permettre de traverser ce siècle-là. Mais aujourd'hui, le rôle de l'enseignant face au numérique, vous avez vu ces innovations, l'Université virtuelle du Sénégal qui permet à distance d'avoir les cours. Mais que pourrait-on faire avec toutes ces choses-là? Il y a aussi une question qui me revient beaucoup à l'esprit et sur laquelle j'aurais bien aimé vous écouter, c'est la question du soutien scolaire. Moi, j'estime que comme beaucoup d'enfants, nous avons été étourdis, nous avons été pris par le jeu, par la rue à un moment donné. Mais je me rappelle de plusieurs professeurs, peut-être que j'ai été un privilégié d'avoir des personnes qui nous faisaient des cours particuliers à la maison. Je pense que ça a beaucoup structuré mon éducation.
Aujourd'hui, est-ce que le soutien scolaire n'est pas une nécessité au Sénégal? L'automatisation du soutien scolaire. Parce que vous savez, les élèves doivent recevoir une éducation à la maison et à l'école, mais entre les deux, vous savez aujourd'hui qu'il y a un autre intervenant. C'est Internet, c'est le téléphone mobile. Déjà, quand je vois les enseignants qui sont si disciplinés, combien de fois les téléphones sonnent comme ma cousine Fatou, alors vous imaginez un peu les perturbations que le monde du numérique peuvent créer dans l'éducation des enfants, dans leur évolution. Donc toutes ces questions doivent être posées. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais être la personne qui pose les questions autour de vous. Donc j'aimerais vous féliciter aussi pour cette grande initiative, pour ce grand mouvement. Vous avez bien compris, vous, l'appel du président de la République. Au-delà de nos différences politiques, au-delà de nos différences de religion, au-delà de nos différences de confession, nous avons quelque chose qu'on a en commun, c'est le Sénégal. Et le Sénégal, il nous faut avoir un consensus sur son avenir. C'est la raison pour laquelle le président de la République, au-delà de proposer des politiques publiques, de proposer une vision qui se limite à son mandat ou à ses mandats, nous a proposé un référentiel des politiques publiques qui va au-delà de son mandat, au-delà de sa personne. Nous avons une ligne, et cette ligne-là met l'éducation au centre des politiques publiques. Vous l'avez vu, axe 2, développement du capital humain. Donc, votre réponse à cela, en créant le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent, est un acte patriotique, au-delà de la politique. C'est un acte constitutif d'une idée, d'une envie de construction nationale, d'une volonté de construction nationale. Parce que vous êtes conscient que chacun dans son domaine, chacun dans sa particularité a quelque chose à apporter à ce Sénégal. Et nous tous, en tant qu'acteurs publics, acteurs politiques, nous devons être sensibles à ces apports, à cet enrichissement mutuel que les débats créent. Nous sommes un pays où la tradition orale est très importante, donc nous devons nous écouter, nous devons échanger. J'aimerais aussi vous entendre sur une question qui fâche souvent. Le président de la République dit que les recettes publiques du Sénégal sont de 1500 milliards et les 800 vont aux agents de l'État, vous comme moi. Et sur ces 132 000 agents de l'État, je n'ose pas dire le nombre d'enseignants, nous en avons besoin davantage. Mais aujourd'hui, il y a un sacrifice à faire. Je pense que le président l'a fait sur les indemnités, sur les baisses d'impôts. Mais aussi vous, de votre côté, quels sont les sacrifices que vous êtes capable de faire pour la nation sénégalaise, mais aussi pour le futur du Sénégal. Donc c'est l'un des points sur lesquels je voudrais vous entendre. Je m'excuserai parce que nous avons un programme très long. J'ai commencé ce matin par une consultation médicale gratuite dans le quartier de Zone B, qui était organisée par les membres de notre équipe. Et au-delà, nous allons avoir d'autres activités. Vous avez vu ici une bâche à côté, d'autres activités politiques pour recevoir ici des jeunes qui doivent faire une caravane. Donc je pourrais rester 1 heure de temps et vous laisser continuer le débat. Je suis tout avec vous. J'ai entendu aussi un certain nombre de choses sur lesquelles peut-être j'essaierai de faire un geste. C'est pour rembourser peut-être le transport à mes oncles et à mes camarades étudiants, mes camarades enseignants. Et je ne sais pas si c'est de la générosité, mais peut-être que j'ai encore le réflexe d'éviter qu'on me tire les oreilles en sortant d'ici. Donc, d'autant plus que Mme Aïdessi est à côté, elle est très forte dans ça. Donc, je vous remercie encore. J'avais prévu que la séance se fasse entre 11h et 13h. Malheureusement, on est à 13h34. Je pourrais rester jusqu'à 14h, 14h30 pour pouvoir recevoir d'autres personnes. Mais la salle vous est acquise pour toute la journée. Nous avons des activités à côté. Donc, je vous remercie. Peut-être que vous me permettrez de laisser Mme Aïdessi vous présenter 5 minutes et puis vous redonner la parole. Je vous remercie et je suis très honoré par votre présence ici. Voilà. Merci.